Ton enfant de 3 ans est face down sur le carrelage du supermarché. Il hurle, les gens regardent. Et dans ta tête, le mot arrive tout seul. Caprice. Tu essaies de le raisonner. On rentre si tu continues. Il hurle plus fort. Tu lui promets quelque chose. On prend des bonbons après. Même intensité. Tu lui donnes un ultimatum. Tu as jusqu'à 3. La crise monte encore. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce mot, caprice, ne décrit pas ce qui se passe. Il te dit quoi faire, corriger, punir, arrêter le comportement. Et à chaque fois que tu suis cette instruction, tu passes à côté de quelque chose de bien plus important. Voilà ce qui se passe. Le mot caprice cadre ce que tu vois comme une manipulation, une rébellion volontaire, un test de pouvoir. Et ce cadrage déclenche une seule réponse possible dans ton cerveau, le contrôle. Alors tu corriges, tu punis, tu ignores pour ne pas renforcer. Parce que c'est ce qu'on fait avec une manipulation. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Le cortex préfrontal d'un enfant de 3 ans, la partie du cerveau qui permet de réfléchir, de choisir, de se contrôler, n'existe pratiquement pas encore. Il ne sera pas mature avant ses 25 ans. À 3 ans, il est à peine naissant. Ce que tu appelles caprice, c'est un hijacking amygdalien pur. Ton enfant est en état de survie neurologique. Son cerveau est en tempête. Et il ne peut pas plus choisir d'arrêter que tu ne peux choisir d'arrêter de saigner quand tu te coupes. Il n'y a pas de manipulation, il y a une surcharge. Et chaque fois que tu punis cette surcharge, chaque fois que tu la traites comme une rébellion, ton enfant apprend quelque chose de précis. Mes débordements sont dangereux. La solution, c'est de les cacher. À 4 ans, ça ressemble à un enfant qui se calme plus vite. À 15 ans, ça ressemble à un ado qui ne parle plus, qui s'effondre seul dans sa chambre sans jamais venir te chercher. Et c'est exactement à l'adolescence que tu vas chercher un enfant ouvert et trouver une porte fermée. Si tu as utilisé ce mot, si tu as puni ou ignoré ces moments, tu n'as pas commis d'erreur grave. Ce mot est partout. Dans la bouche de nos parents, dans les magazines, sur les forums. Tu faisais ce que la culture t'avait appris. Tu ne savais pas ce que tu regardais vraiment. Voilà l'image que j'ai pour ça. Pense au dernier moment où tu étais vraiment à bout. Épuisé, débordé, tout arrivait en même temps. Est-ce qu'on aurait pu te raisonner à ce moment-là? T'expliquer pourquoi tu devais te calmer? Non. Tu avais besoin que quelqu'un soit là. Pas que quelqu'un argumente. C'est exactement là qu'est ton enfant dans ces moments. Sauf que lui, il n'a même pas les mots pour le dire. Son cerveau est sous cortisol. L'amygdale a pris le contrôle. Et la seule sortie de cet état, ça n'est pas la logique. C'est la co-régulation. Son système nerveux emprunte le tien. Quand tu restes ancré, calme, présent, sans combat, son cerveau a quelque chose à se synchroniser. Et la tempête se dissout. Mais quand tu entres dans la lutte de pouvoir, son cerveau lit ça comme une menace de plus. Et c'est exactement là que ça s'emballe. Il y a une méthode qui s'appelle la lecture du signal. L'idée centrale, au lieu de lire le comportement, lire le signal sous le comportement. Chaque débordement est une information sur l'état interne de ton enfant. Et une fois que tu sais lire ce signal, tu ne réagis plus à la crise, tu réponds à la cause. Je vais te donner 5 étapes, et je t'avertis, la 4e va à l'encontre de ce que presque tout le monde te conseille. Étape 1. Abandonne le mot caprice dans ta tête. Remplace-le par « mon enfant est en surcharge ». Pas manipulation, surcharge. Ce n'est pas un changement de vocabulaire pour se sentir mieux. C'est un changement de cadrage qui change tout ce qui vient après. Parce que si c'est une manipulation, tu dois contrôler. Mais si c'est une surcharge, tu dois réguler. Un mot. Et toute ta réponse change. Étape 2. Lis le signal, pas le comportement. Avant d'intervenir, prends 3 secondes. Une seule question. Qu'est-ce qui est en train de déborder ici? Il est quelle heure? Il a mangé? Il y a combien de stimulation autour de lui? Est-ce qu'il avait besoin de connexion et qu'on était occupé toute la journée? Les 3 signaux les plus fréquents sont physiologiques. Faim, fatigue, pic sensoriel. Environnementaux, trop de bruit, trop de monde, trop de changements. Ou relationnels, le besoin de connexion qui n'a pas été rempli. 3 secondes d'observation. Et ta réponse devient ciblée au lieu d'être réactive. Étape 3. Régule d'abord, explique après. Dans la tempête, le cerveau de ton enfant ne peut pas traiter le langage. Les mots arrivent après la régulation, pas pendant.
Calme-toi et je t'explique est une phrase qui ne peut pas fonctionner neurologiquement. Son amygdale doit redescendre avant que son cortex puisse entendre quoi que ce soit. Attends le creux de la vague. Et alors, une seule phrase. Pas une leçon, une phrase. Étape 4. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Ne pars pas. Reste physiquement présent même si tu ne fais rien. L'instinct dit « ignore-le pour ne pas renforcer ». Et pendant des décennies, c'est ce que les livres ont dit aussi. Mais voici ce qui se passe vraiment. Un enfant seul dans sa tempête ne pratique pas l'autorégulation. Il survit à la tempête. Ce qu'il apprend, c'est que ses plus gros états émotionnels sont solitaires. Ce n'est pas la même chose. Reste là, ancré, sans mots si c'est trop, sans combat, juste présent. Son système nerveux va se synchroniser avec le tien, mais seulement si tu es là. Étape 5, nomme après. Quand la vague est passée, et elle passe toujours, une phrase. Tu étais vraiment débordé là-dedans, c'était beaucoup. Pas une leçon. Pas, alors tu comprends maintenant que... Une observation. En langage simple, son hippocampe encode l'expérience avec un sens. Pas « j'ai eu une crise », mais « j'étais débordé et quelqu'un a vu ». Et une émotion qui a un sens est une émotion qui peut être comprise et régulée la prochaine fois. Laisse-moi te montrer ce que ça donne concrètement. Sans ça, ton enfant hurle au supermarché. Tu te baisses, « ça suffit maintenant, c'est ridicule !» Il hurle plus fort. Vous rentrez tous les deux épuisés. Et il ne sait toujours pas ce qu'il ressentait. Avec ça, même moment, tu t'accroupis, tu ne dis rien, tu poses une main sur son dos. Tu restes là, ancré, sans combat. 60 secondes. L'intensité change, les pleurs sonnent différemment, moins frénétiques. Et en sortant, il dit « j'étais pas content ». 2 mots, mais il a mis un mot dessus. L'intensité ne disparaît pas instantanément. Ce qui change, c'est la texture et la direction. Voici ce qui se passe si tu commences à faire ça régulièrement. Jour 1, tu restes présent pendant la tempête et c'est difficile. Les regards des gens pèsent. Ton instinct te dit de faire quelque chose, d'agir, de contrôler. Tiens bon. Jour 3, tu commences à lire les signaux avant la crise. Tu remarques le pic de fatigue à 17 h. Tu proposes un goûter avant que ça explose. Parfois, ça change tout. Jour 5, une crise dure 2 fois moins longtemps. Et après, il vient vers toi, au lieu de se refermer dans sa chambre. Laisse-moi te dire à quoi ça ressemble dans 6 mois. Ton enfant est à table. Quelque chose monte, tu le vois dans ses épaules, dans ses yeux. Il renverse son verre et tu t'attends à la tempête. Mais il s'arrête, il te regarde. Et il dit « Maman, j'ai besoin d'1 minute. » 4 ans. J'ai besoin d'1 minute. Il a appris à lire son propre signal parce que tu l'as lu pour lui. Encore et encore, dans ces moments où tout le monde te disait d'ignorer. Et maintenant, il a une chose que beaucoup d'adultes n'ont pas. Il sait quand il est débordé avant d'exploser. Tu ne fais pas que traverser des crises. Tu lui construis la capacité de se connaître lui-même. Ce carrelage du supermarché, il sera peut-être encore là l'année prochaine. Les débordements ne disparaissent pas d'un coup. Mais ce que tu lis dans ces moments change tout ce que tu construis avec lui. Mais voici ce que les parents découvrent ensuite. Une fois qu'on arrête de traiter les débordements comme des caprices, la question arrive. Est-ce qu'il y a des comportements qui nécessitent vraiment une limite? Et si oui, comment la poser sans revenir à la punition? Comment dire non fermement sans fermer la porte émotionnelle qu'on vient d'ouvrir? C'est exactement ce qu'on couvre dans cette vidéo.